À 22h30 sur Public Sénat. Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires pour suivre la clôture de la journée parlementaire centriste. Les élus du centre qui sont réunis depuis ce matin à huis clos à Vincennes. Dans quelques minutes, nous suivrons en direct les discours des deux présidents de groupe, Françoise Oqueto pour le Sénat et Jean-Louis Borloo pour l'Assemblée nationale. Et à édition spéciale, dispositif spécial puisque Thomas Soulier est en duplex de Vincennes pour recueillir les réactions des députés et des sénateurs. Bonjour Thomas. Et en plateau avec Bonjour, moi, notre éditorialiste politique, Denis Jambard. Bonjour Denis. Alors Denis, une journée parlementaire qui se déroule à un moment où le centre est en pleine recomposition. Oui, c'est un moment important, en effet, puisque le centre s'est divisé ces dernières années et on a le sentiment qu'aujourd'hui il peut se reconstituer. Il me semble que c'est vraiment dans le quinquennat de François Hollande quelque chose d'assez particulier. C'est vrai que François Bayrou, vous vous en souvenez, avait tendu la main à la gauche et avait proposé et avait même conseillé de voter pour François Hollande au second tour de l'élection présidentielle. Et sans doute en espérait-il un retour. Or, on a une gauche qui s'est configurée selon le schéma traditionnel et un François Bayrou qui s'est retrouvé isolé. Dans le même temps, à droite, il y a eu cette émancipation de l'UDI face à une UMP qui partait trop à droite et qui a très habilement joué pour reconstituer ses forces avec un groupe parlementaire et qui aujourd'hui, dans l'affaiblissement au fond des deux grands partis traditionnels, l'un dans l'exercice du pouvoir, l'autre l'UMP dans l'opposition avec la montée du Front National et avec toutes les interrogations que ça soulève au sein de l'UMP, plus la question de l'héritage, de l'inventaire. Donc c'est un moment idéal pour le centre de se rassembler et de se recomposer, un peu au fond à la manière dont est né l'UDF il y a bien longtemps maintenant. Alors Denis, on va continuer à parler de cette recomposition du centre, mais on va prendre tout de suite la direction de Vincennes, où Thomas Soulier est en compagnie de François Sauvadet, le député de Côte d'Or. Et vous l'avez dit, Oriane, on parle beaucoup de François Bayrou et du rapprochement avec l'UDI ici à Vincennes. François Sauvadet, bonjour. Bonjour. C'est un rapprochement de cœur ou de raison, cette alliance entre François Bayrou et Jean-Louis Borloo? D'abord, c'est un rapprochement qui est lié à la position de François Bayrou, qui a considérablement évolué. Il y a quelques mois, il avait appelé à voter François Hollande, puis comme beaucoup de Français, il s'est aperçu et rendu compte que tout ça menait le pays dans le mur. Et donc aujourd'hui, il se déclare lui-même opposant. Donc évidemment, il rejoint tous ceux qui s'opposent au gouvernement de François Hollande et il a souhaité engager des discussions avec l'UDI. Il est opposant au plan national, mais il doit le devenir aussi au plan local. Parce que, et c'est ce que je demandais d'ailleurs ce matin à nos responsables, et notamment à Jean-Louis Borloo, comme à François Bayrou, il faut qu'il clarifie sa position. Il ne peut pas rester dans une opposition nationale et puis au plan local faire alliance, comme à Dijon, avec François Rebsamen ou d'autres leaders du Parti socialiste. Ce n'est pas un phénomène anecdotique, contrairement à ce qu'il dit, François Bayrou. Ça concerne au moins une vingtaine de grandes villes en France. Donc je lui demande de clarifier sa position. Quand on est dans l'opposition, on y est au plan local, comme au plan national, comme au plan régional, comme on a au plan départemental. Sans quoi on va revivre le même film qu'on a déjà connu. Et j'ai pas envie de refaire le remake de ce qu'on a connu, avec un nini de dernière minute où voilà, nous avons des alliés à l'UDI qui s'appellent la droite républicaine. Et donc nous devons continuer à se travailler dans cette coalition. Donc concrètement, quand vous parlez de clarification, cela signifie que les personnes du MoDem qui gouvernent des villes actuellement avec le PS doivent déchirer leur carte du MoDem. Je lui demande en tout cas d'être très clair. On ne peut pas être responsable du MoDem et travailler demain avec l'UDI à une coalition politique et dans le même temps rester en stratégie d'alliance avec le Parti socialiste sur le terrain. Enfin, ce serait incompréhensible. Et moi, j'ai pas envie de revivre, je vous dis, ce qu'on a déjà vécu en d'autres temps, avec un nini ou avec un positionnement qui n'est pas clair. Nous, le positionnement est extrêmement clair. Nous sommes des opposants. Je dis à François, bienvenue, comme à tous les déçus du Parti socialiste, bienvenue à l'UDI, mais sur une clarté d'engagement à tout niveau. On dit parfois que l'UDI est un parti sans véritable candidat. Jean-Louis Borloo a renoncé, on s'en souvient, en 2011. On dit parfois que le MoDem, il y a un candidat mais sans parti. Est-ce que ce rapprochement vous permet aussi d'avoir un homme providentiel pour 2017 ? Il n'y a pas d'homme présidentiel. Vous savez, on est avant des municipales qui vont concerner les 36 000 communes de France, avec un défi considérable parce que vous l'avez vu, le Parti socialiste a changé toutes les règles du jeu électoral. Ils sont en train de redécouper, de charcuter la France en entier. Et vous pensez qu'on est en train de se préoccuper des élections présidentielles qui
ça viendront en leur temps. Il y a des municipales, ensuite il y aura des sénatoriales, il va y avoir des départementales, des régionales, 4 élections. Ben, c'est le moment d'aller porter ce débat dans chaque foyer français. C'est le moment d'aller se battre sur le terrain. Et je vous dis, face à un charcutage, un tripatouillage électoral comme on n'en a jamais connu, ils sont en train d'organiser le chaos territorial. Pendant ce temps-là, vous croyez qu'on va être en train de se prendre le petit doigt en disant avec François, on a un sauveur? Attendez, c'est pas sérieux. Non, nous l'avons redit ce matin. Nous voulons être une grande force territoriale. Ça commence par les premiers combats des municipales. Et le combat municipal sera un combat politique. Je le dis à tous ceux qui parfois nous disent les élections municipales, c'est autre chose. Non, ce ne sera pas autre chose. À partir de 1000 habitants aujourd'hui, parce qu'une réforme électorale, vous aurez des scrutins de liste. Donc vous aurez de la droite, de la gauche, du centre-droit, des coalitions. Moi, je dis que c'est aujourd'hui que l'UDI doit reprendre toute sa place sur l'échiquier territorial. Et ce combat des municipales démarre aujourd'hui en charte commune entre l'UDI et le MoDem le mois prochain qui devrait être signé par les deux partis. Est-ce que vous demandez par exemple un meeting commun entre François Bayrou et Jean-Louis Borloo dans les prochaines semaines pour acter devant les Français cette nouvelle alliance? Moi, je lui demande déjà qu'on célèbre le mariage. Enfin, ça ne doit pas rester un mariage gris, un mariage blanc. Il faut qu'on célèbre le mariage. Ça veut dire un engagement, ça veut dire un acte d'engagement, ça veut dire une charte, ça veut dire une clarification politique. Et puis ensuite, sur le terrain, à fond, pour bien montrer qu'en ce moment, le Parti socialiste est en train d'organiser un grand chaos territorial. Et moi, je serai, en titre personnel, très engagé dans ce combat, je peux vous le dire. Un dernier mot politique sur votre parti, l'UDI. Aujourd'hui, Jean-Luc Borloo cumule 3 présidences, le groupe, le parti, et en une autre, donc j'oublie, et c'est l'UDI. Vous dites quoi, Jean-Luc Borloo, de renoncer par exemple à la présidence du groupe à l'Assemblée pour laisser plus de temps et pour se consacrer aux futures échéances électorales? Je lui dis, prépare-toi à ton destin, parce qu'il nous est commun. C'est quoi son destin, Jean-Luc Borloo? Le destin de Jean-Luc Borloo, c'est de conduire notre famille politique à redevenir la première force territoriale de France. C'est ça l'enjeu. Il est extrêmement clair. En tout cas, moi, c'est le cap que je lui demande auquel il faut parvenir. Il peut garder 3 présidences? Je crois que ça va être dur à terme. Bon, il va falloir qu'on s'organise, on est une équipe, tout ne peut pas être concentré. Il y a eu une première étape de construction du parti, puis il y aura une deuxième étape dans laquelle il faut que chacun prenne sa place. Mais nous sommes en train de le faire. Les présidents de conseils généraux, de conseils régionaux, les maires, les élus locaux, les militants. Bienvenue à tous ceux qui veulent se battre pour donner un nouvel espoir à la France, parce que c'est de ça dont il s'agit. Merci beaucoup d'avoir été mon premier invité à votre place. Dans quelques minutes, Chantal Joanneau, la sénatrice de Paris, qui sera à cette place-là. Merci Thomas, on vous retrouve tout à l'heure. Alors Denis, François Sauvadet, on l'entendait, demande qu'on célèbre le mariage. Est-ce que ça sera plus un mariage de raison qu'un mariage de conviction? D'abord, une petite remarque, c'est que François Sauvadet, il a un problème, c'est qu'à Dijon, vous avez le MoDem qui est allié avec le Parti socialiste. Et c'est son territoire. Donc on comprend que, comme il l'a expliqué, il y a un préalable à ses yeux nécessaire dans la discussion, c'est que le MoDem clarifie ses positions. Or, on n'a pas entendu ça pendant les réunions du week-end du MoDem. Mais on comprend aussi qu'il la souhaite, cette alliance. Si en effet le centre... Ça va pas être un problème, ça, justement, parce qu'on entendait, vous disiez, François Sauvadet demander une clarification, mais en même temps, François Bayrou, lui, dit que s'allier avec l'UDI ne signifie pas renoncer à des alliances municipales avec la gauche. Comment concilier les deux? Je pense que c'est une vraie difficulté, et notamment pour ceux qui, comme François Sauvadet, sont confrontés à cette situation locale là. Alors il n'y en a pas énormément, lui-même je crois en a recensé une vingtaine. Il y en a à Marseille, à Aubagne, il y en a aussi à Lille, pour Martine Aubry, qui peut-être peut se passer cette fois-ci du modèle, en tout cas semble-t-il le croit-elle. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour François Bayrou de tenir cette position, au fond, des deux fers au feu. Il va falloir qu'il en choisisse un. Il est clair, à mon avis, que par ailleurs, il a une deuxième idée, c'est une élection que n'a pas citée François Sauvadet, qui sont les élections européennes qui se dérouleront à la fin du mois de mai. Elles sont très importantes parce qu'elles permettront sans doute au Front National d'établir son véritable niveau dans l'électorat. Puisque sur les municipales, on sait que malgré l'effort qu'a fait le Front National, il ne sera pas présent partout et donc on ne pourra pas évaluer exactement sa puissance politique, même si on pourra évaluer sa force de nuisance. Mais au mois de mai, dans un scrutin national, à la proportionnelle, on pourra évaluer le Front National. Et c'est vrai que c'est là que François Bayrou a un atout dans la discussion avec l'UDI. Si l'UDI n'y allait pas avec le MoDem, l'UDI, ici, s'il présente une liste, sera affaiblie. Donc il est absolument nécessaire que cette union UDI-MoDem pour les européennes, c'est leur seule chance, la seule chance pour le centre de faire un score à 2 chiffres?
Je le crois, je crois que c'est le moment pour réémerger sur la scène politique nationale. J'entends bien que le MoDem veut être une force territoriale, comme François Sauvadet l'a expliqué, mais c'est vrai qu'il y a un enchaînement d'élections là qui lui permet éventuellement de s'affirmer face à la déception que soulève aujourd'hui le Parti socialiste dans l'opinion, avec un Parti socialiste qui redoute un échec électoral, comme l'a dit ou écrit dans son blog encore ce week-end Jean-Christophe Cambadélis, face à une UMP dont on connaît les divisions, les difficultés, les rivalités, en plus aggravées par le fantôme de Nicolas Sarkozy qui apparaît sans arrêt, on l'a encore vu là aussi ce week-end. Donc c'est une opportunité politique pour le centre de réémerger, d'autant que par ailleurs les Verts ne sont pas eux aussi dans la meilleure position. Donc on peut imaginer qu'il y a là un espace politique qui pourrait s'ouvrir et qui pourrait leur permettre de réexister de manière plus forte dans l'avenir sur la scène politique. Vous parlez d'opportunités politiques, Denis, mais est-ce que ce n'était pas simplement la seule solution pour que le centre ne disparaisse pas de la vie politique? Je crois que quand on n'est pas très puissant et que les forces sont éparpillées, on n'a pas d'autre choix que de se réunir. Ça ne sera pas un mariage de passion, puisque, quoi qu'en dise François Sauvadet, il y a aussi les arrière-pensées présidentielles. Et dans un quinquennat, ça va très vite. Il faut quand même imaginer qu'un quart du mandat déjà de François Hollande s'est déroulé. Nous n'avons qu'encore plus que 3/4, 18 mois. C'est un quart du mandat, un quart du quinquennat. Donc, il y a bien sûr des arrière-pensées présidentielles dans tout ça. Mais je crois que le centre ne peut pas rester désuni s'il veut véritablement peser sur la vie politique française dans les années à venir. C'est ce qu'avait réussi l'UDF au fond. Alors on va continuer à en reparler, bien sûr, Denis, mais on va repartir à Vincennes, où Thomas Soulier est en compagnie de Chantal Joanneau, la sénatrice de Paris. Chantal Joanneau qui connaît l'UDI depuis un an, tout pile, on se souvient de votre arrivée à la Mutualité à Paris, aux côtés de Jean-Louis Borloo. Vous n'avez pas connu l'UDF, Chantal Joanneau, mais est-ce que vous direz qu'aujourd'hui, avec les alliances, François Bayrou, Jean-Louis Borloo, l'UDF est en train de renaître de ses cendres? Non, je pense qu'on est en train de construire quelque chose de nouveau, même si on renie pas un certain héritage des progressistes qui étaient à l'UDF. Mais là, aujourd'hui, on est dans le rassemblement des centres. C'était le but fixé par Jean-Louis Borloo il y a un an. À l'époque, tout le monde ricanait. Aujourd'hui, on voit que c'est en marche. Et le principe, c'est de rassembler des familles politiques qui se définissent clairement au centre droit, dans une alliance avec une droite républicaine. Ce n'est pas le cas de François Bayrou. Hier, dans son discours pour ses journées université d'été, c'était à Guidel, en Bretagne, il a dit « Je suis clairement dans l'opposition, mais je suis aussi indépendant et pas question de parler d'alliance avec l'UMP ». Ce n'est pas ce problème-là, aujourd'hui, entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou, l'alliance avec l'UMP? Ça dépend quelle forme d'UMP. Ça dépend aussi de quel sera l'avenir de l'UMP. Ça, c'est une autre question qui regarde l'UMP. Je vous ai bien parlé d'une droite républicaine quand je vous parle d'alliance. Mais on est pas tous républicains à l'UMP. Aujourd'hui, le débat se pose au sein de l'UMP, très clairement. Mais aujourd'hui, pour nous, nous sommes dans l'opposition, pas une opposition bête et méchante, une opposition constructive, mais nous sommes dans l'opposition à l'actuel gouvernement, au président de la République, parce qu'il a un programme qui met la France par terre aujourd'hui. Et ça, ce point, c'est un point qui est partagé avec François Bayrou. Donc il leur appartient maintenant de mettre tout ça noir sur blanc, pour que les idées soient claires et qu'il n'y ait pas de malentendu entre les deux familles politiques. Donc pour les prochaines municipales, que ce soit pour le premier ou le second tour, vous ferez le tri entre les UMP républicains et les UMP non républicains? C'est compliqué ça concrètement sur le terrain? C'est pas très compliqué. On verra très bien qui fait des alliances avec le Front National et qui n'en fait pas. Donc ce ne sera pas très compliqué. Mais au contraire, ce sera beaucoup plus simple que les positions actuelles qui sont extrêmement confuses. Avec l'arrivée de François Bayrou, on entend beaucoup parler, les deux hommes se voient assez régulièrement. Vous n'avez pas peur du retour d'une querelle des égos au sein du centre? Aujourd'hui, vous êtes tranquille, vous avez un seul leader, Jean-Louis Borloo, vous en aurez deux demain. Mais je pense que ce qui compte le plus, c'est le rassemblement des deux familles. On dit à peu près la même chose. On dit à peu près la même chose. On est très pro-européen, on est pour l'entrepreneuriat social, on est des républicains, on est pour l'écologie. Donc on dit la même chose. Donc ce qui compte, c'est le rassemblement des deux familles au-delà des hommes. C'est ça le principal. Des hommes, il y en a toujours dans les partis politiques. Il y a quelques femmes, il y a surtout des hommes. Il y en a toujours dans les... Surtout l'UDI, je crois. À côté à l'UDI, il y a de plus en plus de femmes, c'est le principal. Mais bon, on part d'un héritage. Donc le principal, c'est de progresser. C'est le chemin qu'on poursuit. Donc au-delà des hommes, des querelles d'ego, il y en aura toujours.
Il faut les dépasser justement en mettant noir sur blanc les choses pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je crois que c'est là le principal, mais c'est une chance. Et même pour la France, c'est une chance, qu'il y ait une construction politique avec une offre politique nouvelle où on dépasse justement ces questions d'ego. C'est quand même un grand pas en avant pour la France. Ce matin, Jean-Luc Borloo l'a martelé, il faut un candidat pour 2017 au centre, en tout cas pour exister. Est-ce que d'abord vous le souhaitez, vous? Et pour vous, quel est le meilleur candidat pour le moment? Il faudra un candidat pour 2017, c'est évident. Dès lors qu'on porte une parole politique progressiste avec un projet qui est clair, il faut un candidat pour le défendre. Malheureusement, c'est le système français qui veut ça. Alors, le système français, tout se détermine par les présidentielles, alors même qu'il y a d'autres élections tout aussi importantes. Donc il faut un candidat. Alors lequel? On déterminera ça le moment venu. 2017, c'est loin, mais c'est dans une éternité 2017. Et puis franchement, ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est quel projet on défend. On verra ça en 2017. C'est celui qui sera le plus à même de porter ce projet. Moi, bien sûr, j'en connais mieux l'un que l'autre. Donc j'ai une affection particulière. Et malgré son renoncement de 2011, vous y croyez toujours à Jean-Luc Borloo, candidat à une élection présidentielle? Mais 2011, c'était une folie de croire qu'on pouvait aller à une élection présidentielle sans parti constitué. Quand vous voyez la lourdeur de construction d'un parti, quand vous voyez la lourdeur d'une élection présidentielle, j'ai fait celle de 2007 avec Nicolas Sarkozy et je ne le regrette vraiment pas. C'est très lourd. On ne peut pas partir sans un parti derrière structuré avec des implantations locales, avec des financements. C'est impossible. Donc c'était plutôt raisonnable. Merci beaucoup d'avoir été mon invité dans quelques minutes. Françoise Zocchetto pour le Sénat et puis Jean-Luc Borloo pour l'Assemblée nationale vont prendre la parole, ce sera en suivre en direct avec vous, Oriane. Exactement, Thomas, des discours à suivre dans quelques minutes. Denis, on entendait à l'instant Chantal Joanneau, qui était à l'UMP il y a encore un an, qui a quitté l'UMP pour venir à l'UDI lors de la fondation du parti en octobre 2012. Est-ce qu'avec la stratégie droitière qui est en train de prendre l'UMP, la nouvelle formation centriste peut espérer rallier d'autres figures marquantes de l'UMP, comme Jean-Pierre Raffarin par exemple? Il l'a menacé après les déclarations de François Fillon sur le sectarisme du Parti socialiste et du Front national. Mais finalement, moi, je ne crois pas beaucoup à l'explosion de l'UMP. On a souvent vécu ça. C'est quand même une grande formation. On a souvent vécu ça aussi avec le Parti socialiste. Le nombre de fois où les commentateurs ont imaginé que ces formations allaient exploser, ça ne s'est jamais produit. Pourquoi? Parce que je pense que la somme de leurs intérêts est plus forte que la somme de leurs différends. Et que donc, notamment dans la perspective des élections municipales, où il y a beaucoup d'intérêts de position électorale à défendre, eh bien l'UMP résistera à tous ces différends et à toutes ces difficultés. Il se peut que, en effet, après des municipales qui verraient un basculement de l'UMP vers le Front national, mais visiblement là le discours a été verrouillé. On verra si sur le terrain les élus résistent à la tentation de l'alliance. Il se peut qu'en effet après les élections municipales il y ait des difficultés si par hasard les digues sautaient très largement. Mais je ne crois pas beaucoup à une explosion ou une implosion de l'UMP. Néanmoins, c'est l'évolution du discours de l'UMP qui essaie d'aller récupérer des électeurs du Front national, qui a déporté ce discours vers la droite. On l'avait déjà vu dans la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, qui ouvre un espace au centre dans lequel s'était engouffré d'ailleurs Jean-Louis Borloo. Espace aussi dans lequel s'était engouffré François Bayrou, mais lui avec un pari qui était que le Parti socialiste et le nouveau président de la République se tourneraient plutôt vers leur centre que vers une gauche dont il pensait qu'elle était en voie de décomposition. Est-ce que c'est ce pari raté un petit peu de François Bayrou dont vous parlez, le fait que le PS ne s'est finalement pas tourné vers lui, qui fait qu'aujourd'hui il se tourne vers l'UDI, qui est finalement un second choix peut-être pour François Bayrou? En tout cas, c'est son seul choix aujourd'hui, parce qu'on voit bien que François Hollande, finalement, reste fidèle à la tradition d'alliance du Parti socialiste, n'a pas procédé à ce renversement d'alliance qu'on pouvait imaginer, d'une certaine manière à l'Allemagne. Il ne faut pas oublier que le SPD en Allemagne a lui aussi gouverné avec le Parti libéral, qui après a gouverné avec les chrétiens démocrates, tout ça devant finir aujourd'hui peut-être avec un gouvernement entre chrétiens-démocrates, entre droite et gauche, entre chrétiens-démocrates et socialistes. Non, le Parti socialiste français, visiblement, n'est pas prêt. Peut-être que François Hollande l'a souhaité, mais il n'a pas senti que son parti était
capable de faire cette mutation ou ce changement de pied qui serait quand même un très grand changement dans la vie politique française. Fort de ce constat, François Bayrou ne pouvait pas rester totalement isolé éternellement, sauf à complètement disparaître. Merci Denis, on va en reparler tout de suite après, mais on prend tout de suite la direction de Vincennes, où François Zocchetto, le président du groupe centriste au Sénat, vient tout juste de prendre la parole. Nous allons suivre son discours en direct, suivi de celui de Jean-Louis Borloo, le président du groupe centriste à l'Assemblée nationale et président de l'UDI. On les écoute tout de suite en direct. Témoigne de notre déficit de compétitivité. Et ce déficit, vous le savez, ne fait que s'aggraver d'année en année, faute du choc de compétitivité que nous appelons de nos vœux et tant de fois promis. Mais où est-il donc ce choc de compétitivité? Pour l'heure, il est nulle part. Ce n'est pas le CICE qui répondra aux problèmes des entreprises qui manquent cruellement de sources de financement. Le gouvernement a préféré créer une BPI qui désorganise Oseo, qui fonctionnait plutôt bien d'ailleurs, et qui stigmatise les banques en les rendant coupables d'une crise financière qui n'a pas éclaté en France. Les vraies réformes ne sont pas engagées. Aucune trace de la refonte promise de l'impôt sur le revenu. Une petite fausse TVA sociale a pointé les yeux. Elle est rendue compliquée d'ailleurs, cette fausse TVA sociale, car elle est partielle, elle est opaque, et je souhaite bon courage à ceux qui la mettront en œuvre. Aucune réforme véritable de l'impôt sur les sociétés n'est lancée. Et alors que nous allons commencer l'examen du budget dans peu de temps, nous sommes obligés de dire que sur la base des premières informations qui nous sont transmises, le budget 2014 ne pourra qu'aggraver la situation. Ce budget s'attaque à la fois aux entreprises et aux familles. L'impôt sur l'excédent brut d'exploitation désincitera à l'investissement, alors que nous devrions chercher des formules qui favorisent l'investissement des entreprises. Par ailleurs, on cherche toujours une modulation de l'impôt sur les sociétés selon la taille des entreprises. Le gouvernement préfère augmenter les impôts, il préfère accroître le champ du dirigisme public. Il faut noter, et ça c'est de plus en plus flagrant, que la politique du gouvernement est une défiance permanente à l'égard des entreprises. Comment construire la croissance? Comment créer la confiance lorsqu'on est dans cette relation de méfiance permanente vis-à-vis des entreprises? Quant aux ménages, je me bornerai juste à dire que la réforme du quotient familial ou la suppression de la déduction pour frais scolaires est vraiment une gageure pour un président qui était prétendument engagé en faveur de la jeunesse. Les familles prendront, toutes les familles, en particulier les familles modestes, prendront de plein fouet ces nouvelles réformes. Cette crise qui nous prégnante, qui habite chacun d'entre nous, cette crise, nous l'avons largement évoquée au cours de cette journée parlementaire, qui a été articulée autour de deux thèmes majeurs, dont le premier était la compétitivité et l'emploi. Sur ce thème de la compétitivité et de l'emploi, nous avons formulé des propositions. En matière d'emploi, Jean-Christophe Lagarde et Jean-Léonce Dupont ont rappelé que nous proposions de recalibrer, de recentrer les contrats de génération et les emplois d'avenir, qui s'avèrent être un échec, je crois qu'il faut le dire, même en prenant des précautions, c'est un échec. Nous proposons de simplifier et d'élargir les emplois jeunes pour tous les jeunes peu qualifiés, pour avoir un système plus lisible. Et nous proposons une réforme structurelle de la formation professionnelle en l'axant en priorité vers les chômeurs. En matière de compétitivité et de croissance, nous voulons un programme imprescriptible de réduction de la dette et des déficits. Nous voulons, et je crois que nous sommes les seuls à le dire aussi franchement, nous voulons des aides ciblées au secteur du bâtiment. Nous voulons aussi que le secteur des services à la personne ne soit pas le secteur vilipendé comme il l'est depuis plusieurs mois par le gouvernement. Ça a été rappelé tout à l'heure, mais quel paradoxe de vouloir créer de l'emploi quand on en détruit allègrement dans le domaine des services à la personne. Nous appelons aussi une réforme structurelle du financement de la protection sociale qui s'accompagnerait d'une réforme tout aussi importante de la fiscalité pesant sur la production. En effet, il faut le redire,
Pour nous, à l'UDI, nous sommes convaincus que le choc de compétitivité ne peut passer que par une baisse des charges pesant sur le travail. Je ne parle pas longuement du problème du logement, puisque Jean-Louis Borloo le fera probablement, mais nous avons un problème qui se fait jour en ce moment, c'est le problème du logement. C'est-à-dire que la politique qui est conduite notamment par Cécile Duflot s'avère catastrophique pour le secteur du logement. Je ne parle pas que de la construction, je parle aussi des problèmes rencontrés par les Français, notamment les plus modestes, pour se loger. L'une des conséquences les plus inquiétantes du marasme économique actuel est tout simplement, excusez du peu, mais de menacer notre système de protection sociale. Et c'est la raison pour laquelle le second thème central auquel nous avons choisi de consacrer cette journée parlementaire était le thème de l'avenir des retraites. Ça fait de nombreuses années qu'associé aux évolutions démographiques structurelles, le ralentissement économique compromet l'avenir des retraites. Ici encore, le gouvernement semble s'attaquer au problème. Ici encore, en réalité, ce n'est qu'illusionnisme. Jean-Marie Vanlerenberghe et Philippe Vigier ont bien mis en évidence le problème qui était devant nous, qui était face à nous. Ce n'est pas quelque chose que l'on découvre. Et ils ont mis tout aussi en évidence l'incurie du gouvernement face à ce problème. La réforme, entre guillemets, à venir, dont vous allez, vous les députés, commencer à discuter cette semaine, et que nous allons voir venir au Sénat dans 3 semaines, cette pseudo-réforme ne devrait rapporter que le quart de celle de 2010. Son unique objectif, semble-t-il, est de résorber seulement un tiers du déficit prévisionnel envisagé par le comité d'orientation des retraites. Comment peut-on présenter un projet qui ne résout qu'un tiers du problème? Cette pseudo-réforme fait fi des déficits des régimes complémentaires, ne dit pas un mot des régimes publics ni des régimes spéciaux subventionnés. En réalité, il va s'agir d'un énième ajustement paramétrique, alors que c'est d'une véritable réforme systémique dont les régimes ont besoin. À l'UDI, nous sommes très à l'aise sur le sujet, car ça fait longtemps que notre réflexion est engagée et que nos propositions sont claires. Ça fait en effet des années que nous réclamons le passage de l'annuité au point ou au compte notionnel. Et d'ailleurs, dès 2010, les centristes avaient fait inscrire dans le texte de la réforme la date de 2013 pour initier cette évolution vers les comptes notionnels. Mais aujourd'hui, cette réforme, cette évolution semble écartée par le gouvernement et je crains que nous ayons du mal à la réintroduire dans le texte qui va être proposé au Parlement. En résumé, sur les retraites, sans rentrer dans le détail, puisque je crois qu'un dossier détaillé vous est remis, notre projet, le projet de nos 2 groupes, qui mérite des discussions, mais notre projet, c'est tout d'abord de porter l'âge légal de la retraite à un chiffre plus lointain que celui auquel il est aujourd'hui. Alors certains parmi nous avancent l'âge de 64 ou de 65 ans à l'échéance de 2020. Je ne sais pas exactement où il faut mettre le curseur, mais en tout cas, nous n'échapperons pas à un report de l'âge légal de la retraite. Le deuxième élément qui caractérise notre projet sur les retraites, c'est bien sûr le rapprochement des régimes en un régime unique et équitable des retraites. C'est la seule façon de procéder. Bien sûr, ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Il faudra laisser certains régimes s'éteindre progressivement, mais nous devons avoir cet objectif d'un rapprochement des régimes. Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif principal, c'est de créer un système de retraite par points dans lequel les individus pourraient prendre leurs responsabilités et avoir le choix de leur dispositif de retraite en fonction de leur vie. C'est admettre qu'il y ait une diversité dans la société, une diversité des parcours dans la société française. La crise dont je parle, elle est économique, bien sûr, mais dans sa dimension nationale, c'est aussi une crise de nos territoires. Au Sénat, nous sommes particulièrement sensibles à cette question. Les collectivités figurent parmi les premières victimes des errements gouvernementaux. Errements budgétaires, avec la baisse des dotations, notamment la baisse de la dotation globale de fonctionnement. 1,5 milliard de réduction cette année,
autant l'an prochain. Ceci illustre la façon dont le gouvernement voit les collectivités. Et nous qui sommes souvent implantés dans les territoires, qui sommes souvent des élus locaux avec la responsabilité de gérer ces collectivités, eh bien nous arrivons à la conclusion malheureuse que pour le gouvernement, les collectivités sont devenues de simples variables d'ajustement, des supplétifs, parfois pour certaines des vaches à lait, pas la Corrèze, mais d'autres sont perçus comme des vaches à lait qu'il faut dégraisser au profit d'un État qui refuse de se décentraliser réellement. Exercice d'hypocrisie sans aucun doute qu'il nous faut dénoncer. Un exemple, le fonds de compensation de la TVA sera désormais exclu par le gouvernement de l'enveloppe normée et rien n'indique pour l'heure que l'exécutif prenne en compte la hausse annoncée de la TVA au 1er janvier. Là aussi, c'est une gageure. Comment retrouver la croissance si l'État freine les marges de l'investissement local? Et l'État serait bien inspiré, le gouvernement plutôt, serait bien inspiré de distinguer dans la dépense locale le fonctionnement d'un côté et l'investissement de l'autre côté. Errement politique aussi vis-à-vis de nos territoires, je veux parler de la réforme des rythmes scolaires, qui est emblématique du peu de considération, voire du mépris, on dit certains d'entre nous, du gouvernement à l'égard des territoires. D'ailleurs, cette réforme peut être caractérisée par l'échec aujourd'hui si l'on regarde le peu de communes ayant choisi la semaine de 4 jours et demi pour cette rentrée. Comme l'a très bien et à de nombreuses reprises souligné notre collègue Catherine Morin-Desailly, cette réforme n'a manifestement pas fait l'objet d'une concertation suffisante avec les collectivités locales, pas plus qu'avec les enseignants et les parents d'élèves. Toujours la même méthode depuis quelques mois, celle du passage en force au Parlement et celle de la contrainte sur les collectivités. Le financement de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, je prends cet exemple quelques instants, le financement de cette mesure coûterait 150 € par enfant. Or, l'État ne prend en charge que le tiers. Alors que se passera-t-il lorsque l'aide exceptionnelle de 250 millions d'euros, qui ne représente d'ailleurs que le tiers déjà de la dépense, mais cette aide exceptionnelle, lorsqu'elle disparaîtra, que se passera-t-il? Sous quelle responsabilité sont placés les enfants entre 15h30 et 16h30, par exemple? Qui encadre les enfants? Aura-t-on partout les moyens de recruter des personnels qualifiés pour les activités culturelles ou sportives annoncées? Je peux vous le dire, non, certainement pas. Pour vivre cette question dans la ville dans laquelle je demeure, eh bien, je peux vous dire que c'est un échec pour cause de préparation insuffisante et de financement déficient. Alors que la rentrée est faite, toutes ces questions restent sans réponse. Nos groupes parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, se sentent responsables de donner une réponse à cette situation. Nos groupes vont être les fers de lance du combat de l'UDI pour la défense des territoires. Quelle organisation voulons-nous dans un contexte de raréfaction de la ressource financière? Quelle prise en charge de la dépendance voulons-nous demain? Comment gérer le choc métropole-région dans un contexte européen? Voilà le genre de questions que nous nous sommes posées cette journée et pour lesquelles nous avons ébauché des réponses. Mais avant, je voudrais dire quelles sont les réponses apportées par le gouvernement aujourd'hui, car c'est lui qui est en charge de gérer le pays. Quelles sont les réponses face à ces difficultés des territoires? Tout d'abord, une réponse politicienne. Un phénomène est passé relativement discret ces derniers temps, c'est le fait qu'une formation politique, une seule, je la nomme, le Parti socialiste, a décidé de modifier tous les modes de scrutin et les structures territoriales par toute une série de petits textes subrepticement votés, souvent d'ailleurs contre l'avis du Sénat, dont des textes votés en force, et sans bien sûr que ces réformes, qui n'en sont pas, fassent l'objet d'un débat national. Nous dénonçons cette situation purement politicienne engagée par le gouvernement. L'UDI et nos groupes parlementaires en particulier vont se lancer dès demain matin dans une bataille contre ce tripatouillage. Nous allons nous lancer dans la bataille pour défendre ce que certains parmi nous aujourd'hui ont appelé à juste titre la France des oubliés,
cette France de la ruralité, cette France de la périphérie des grandes métropoles, cette France de l'outre-mer. Alors les pistes de réflexion qui ont été ébauchées cet après-midi, ce sont des pistes qui ne méconnaissent pas l'évolution du monde dans lequel nous vivons et l'évolution de la société française. En particulier, nous voulons avoir des propositions qui intègrent la réflexion sur tous les nouveaux flux, tels que les flux Internet, les flux de TGV, mais tous les flux nouveaux qui existent sur le territoire français. Nous pensons aussi que la pensée unique, je cite l'un d'entre nous, la pensée unique n'est plus de mise en matière d'organisation des territoires. Ce qui était vrai en 1789 ne l'est plus aujourd'hui. Nous devons inventer des systèmes différents, des systèmes qui permettent l'expérimentation et la différenciation sur le territoire national. Nous avons aussi évoqué la possibilité de diviser par 2 le nombre de régions. Certains sont allés jusqu'à dire que les communautés de communes pourraient devenir des collectivités de plein exercice auxquelles participeraient les communes actuelles selon des modalités qui restent à discuter. Mais nous sentons bien que la réponse territoriale est là. Changement du couple communauté de communes, communes, changement des régions et aussi dans leur articulation avec les départements. Concernant les départements, la notion qui prévaut chez nous, c'est la notion de péréquation. Nous devons trouver une véritable péréquation au niveau des départements pour assurer la solidarité. Enfin, a été aussi évoqué le thème de la flexibilité dans les emplois de la fonction publique. Nous n'avons pas peur de le dire, nous ne pouvons plus fonctionner avec le système de la fonction publique, y compris la fonction publique territoriale tel qu'il existe aujourd'hui. Voilà quelques aperçus de nos travaux, brièvement résumés. Maintenant, pour terminer, un mot sur la situation politique. Il y a un an, nous étions déjà réunis, en plein centre de Paris. Les observateurs étaient dubitatifs. Nous avions pour eux, pour nombreux journalistes, nous avions un problème, à les entendre, de crédibilité. On nous disait « ça ne marchera pas vraiment, votre truc. Vous pouvez toujours essayer », mais on sentait les petits sourires au coin des lèvres. Aujourd'hui, force est de reconnaître que l'intuition était bonne et que la démarche l'était tout autant. Nous avons aujourd'hui des groupes parlementaires qui fonctionnent, coordonnés, avec l'appui des parlementaires européens. Nous avons une UDI qui est structurée, avec le socle des 70 parlementaires qui doivent être le cœur du dispositif UDI. Et si, ces derniers mois, peut-être que le parti UDI s'est plus attaché à rassembler les militants, à générer une structure territoriale solide sur tous les départements français, le moment est revenu, au bout d'un an, pour les parlementaires de redevenir le cœur du système. Nous avons en effet maintenant une organisation. Voilà, un petit problème technique sur ce discours de François Zocchetto. On va réécouter, continuer d'écouter le discours de François Zocchetto dans quelques instants. Et puis, on l'espère, nous suivrons également le discours de Jean-Louis Borloo, le président de l'UDI et président du groupe centriste à l'Assemblée nationale. Nous étions en train de suivre en direct la clôture de la journée parlementaire des centristes à Vincennes. Alors, Denis Jambard, François Zocchetto n'en a pas encore parlé dans son discours, mais bon, ce qui fait l'actualité au centre, c'est évidemment ce rapprochement entre François Bayrou et Jean-Louis Borloo.
Est-ce que du côté de François Bayrou, ce rapprochement, cette volonté de se rapprocher de l'UDI, c'est pas le signe finalement que le positionnement ni droite ni gauche qu'il avait adopté ne marche pas en France? Oui, c'est la traduction en effet de cette difficulté et l'échec du pari qu'il a fait. Et aujourd'hui, il est confronté d'ailleurs à cette difficulté, c'est-à-dire que pour se rapprocher de l'UDI, il faut qu'il devienne clairement un opposant au Parti socialiste. Et d'ailleurs, quand on entendait Françoise Oqueto, même si la charge était faite sur un ton modéré, elle était radicale contre le gouvernement. Et au fond, c'est un préalable aussi qui est posé, qui avait été aussi posé par François Sauvadet, clarifier les alliances, mais aussi clarifier le positionnement politique. Et là, je crois que François Bayrou a commencé très sérieusement à faire mouvement depuis un mois maintenant. On voit que brique après brique, il construit un nouveau discours et au fond un discours d'opposant radical sur le fond, peut-être pas dans la forme, qui prend pas les accents que pourraient prendre certains dirigeants de l'UMP, mais un discours d'opposition qui, de fait, permettra une alliance avec l'UDI et le rassemblement de la famille centriste. Après, sur des questions comme le positionnement vis-à-vis du Front National, comme l'UDI s'est au fond fondé sur ce rejet de toute alliance avec le Front National, là, il n'y a pas de problème, à mon avis, de principe posé dans le rapprochement entre les deux membres de la famille. Alors l'UDI s'est fondé sur le rejet de toute alliance avec le Front National, mais l'UDI s'est aussi fondé sur une alliance avec l'UMP, notamment aux élections, alors que le MoDem, lui, s'est fondé sur l'indépendance totale du centre. Alors on a l'alliance d'un côté, l'indépendance de l'autre. Comment François Bayrou et Jean-Louis Borloo vont réussir à concilier tout ça ? Je crois que François Bayrou, il est obligé de faire le constat d'un échec d'une stratégie politique. Il a tenté une véritable rénovation de la vie politique française. Il a essayé de faire un pari sur l'émergence d'un centre dominant, à la fois par un INI, mais qui s'est finalement traduit par un choix au second tour de l'élection présidentielle en faveur de François Hollande, qu'il a mis en rupture totale à ce moment-là avec ses amis centristes. De ce point de vue, on peut dire qu'il va à Canossa. Maintenant, il revient, si Jean-Louis Borloo veut réussir son opération de recomposition d'un centre plus large, il lui revient aussi d'éviter toute humiliation à François Bayrou. Donc c'est une partie un peu délicate à jouer. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que chacun a des cartes. Bayrou peut dire je reviens dans une famille que je connais bien, qui est un rempart à toute alliance avec le Front National. Par ailleurs, Jean-Louis Borloo peut, au fond, puiser dans le nouveau discours de François Bayrou une opposition beaucoup plus radicale, et même quasiment radicale à François Hollande, puiser là une justification à ces retrouvailles. Restent quelques points de détail, mais qui, dans des partis qui fondent pour partie d'ailleurs leur force sur les territoires, ou sur la volonté d'occuper des municipalités, reste quand même le problème de ces alliances qui deviendraient contre nature avec le Parti socialiste. Je crois qu'il sera difficile pour François Bayrou de tenir cette position jusqu'au bout. Oui, mais comment François Bayrou, qui, on le voit, le MoDem est présent dans des municipalités qui vont de la gauche au centre, comment peut-il aujourd'hui combattre de façon virulente le Parti socialiste ? Il a commencé à le faire clairement. On peut dire qu'il a donné 1 an et demi à la présidence de François Hollande et au gouvernement Ayrault. Il a progressivement pris ses distances. Il a tenté, au fond, de se rapprocher. Et aujourd'hui, il tire les leçons de 18 mois qui ont apporté la démonstration qu'il n'y avait aucune volonté politique. On le trouvait sans doute très sympathique. Sans doute les deux hommes, Hollande et Bayrou, quand ils se voient, puisque se voient souvent, ont des conversations intéressantes. Mais l'échec est constaté. On va continuer à en reparler, mais on a retrouvé le signal de Vincennes. Et c'est maintenant Jean-Louis Borloo, le président du groupe centriste à l'Assemblée nationale et président de l'UDI, qui a la parole. On l'écoute tout de suite en direct. C'est une société qui assure la transition et qu'on serait dans une situation extrêmement embarrassante et qu'au fond, les inconséquences, les promesses de campagne du type je renégocierai le traité, je ne le renégocierai pas en réalité. Ça passe une fois. Mais je baisse la TVA puis je la monte derrière.
Et puis, d'ailleurs là, vous verrez que la TVA à 5, elle va repasser à 5,5. Je vous prends le pari. On a fait encore plus fort cette semaine. La TVA dans les travaux, pour un artisan, alors, si c'est un petit bout énergétique, ça sera à 5, mais le plâtre et le bois, ça sera à 10. Vous voyez l'artisan. Le fiasco écologique qu'on nous prépare est hallucinant. L'effondrement des énergies renouvelables, 3 fois moins de production qu'il y a 2 ans, et la décision d'arrêter le seul mode de fonctionnement qui est le tarif de rachat d'EDF. Je ne sais pas si on réalise dans quelle situation la France est en train de se mettre. Les services à la personne, on en a parlé tout l'après-midi, c'est hallucinant. On vient à la seule réforme structurelle de ce pays, mes chers amis, aujourd'hui, c'est la fermeture de l'Agence nationale des services à la personne, composée de 14 personnes qui étaient en charge d'animer un programme et un secteur d'activité qui crée 100 000 emplois par an et qui va en perdre 30 000 cette année. À telle enseigne que l'INSEE vient de décider de réintégrer le travail au noir dans l'analyse du nombre de chômeurs. L'INSEE vient de décider, à cause du bâtiment et des services à la personne, de comptabiliser à partir du trimestre prochain le travail au noir. C'est vous dire dans quelle situation de régression nous sommes. Si vous ne l'avez pas vu, c'est juste un moment d'inattention. Enfin, ces sujets-là, moi, ils me tiennent un peu à cœur. Bon. Et donc, on ne regrette pas d'avoir été dans l'opposition. On a été constructif dans l'opposition, hein, sur un certain nombre de sujets, la formation sur les emplois d'avenir, etc., etc. Mais on a vraiment un sentiment de désarroi, et les Français ont un sentiment de désarroi. Alors on a travaillé sur des trucs très précis aujourd'hui. On a pris des décisions. Première décision, les oubliés de la République. Le débat sur les cantons et sur les élections cache une reconfiguration du paysage politique et administratif de notre pays. Ça se fait dans un silence assourdissant. Les préfets adressent les nouvelles géographies territoriales sans aucun débat. Le poids des territoires est annihilé par le poids démographique. C'est une véritable révolution. François Sauvadet, pour notre compte commun, avec nous tous, va mener ce combat de manière la plus déterminée. C'est un régime, c'est un parti, comme le disait Françoise Zocchetto, qui aura modifié pratiquement tous les modes de scrutin et un certain nombre de géographiques, y compris des dom-toms, avec un texte qui est d'ailleurs tout à fait hallucinant, où il n'y a plus la circo unique, il y a 3 sections, mais il y a toujours la circo unique. Allez comprendre quelque chose, c'est-à-dire qu'en réalité, l'endroit du territoire sera la proportionnelle des élus de la famille politique. Ce truc est complètement fou. Si vous y comprenez quelque chose, moi pas, mais alors le respect pour les dom-toms, permettez-moi de vous le dire, est assez invraisemblable. Donc notre premier combat, ça va être pour les oubliés de la France. Les oubliés de la France handicapés, les oubliés de la France, la jeunesse fragilisée, les oubliés de la France, la jeunesse à l'école dans les 2 premières années. Et je vous demande de vous associer au combat de l'association Coup de pouce, qui est l'association qui a encadré le plus d'enfants pour leur permettre de sortir de l'illettrisme en France, près de 100 000. Un certain nombre d'entre nous sommes membres du conseil d'administration ou de l'Assemblée générale. Écoutez un peu, ils vont faire un plan social. L'État vient de décider de diviser par 2 le soutien qu'on avait prévu dans le plan de cohésion sociale pour un système qui consiste à prendre les petits en première et deuxième année, pour les encadrer à partir de 16h30 ou 17h30 en accord avec l'éducation nationale et les collectivités locales, pour les encadrer, pour faire des gestuels, pour faire du suivi, discuter avec la famille, les inviter à prendre le thé. Bref, un taux de succès invraisemblable. 75% la première année, 90% la deuxième année, ça coûte 2 000 €. Eh bien, la division par 2 fait qu'ils vont faire un plan social. Si c'est le cas, c'est un absolu scandale. Et je vous demande une mobilisation sans faille sur ce point-là. Les oubliés de la République. Nous allons déposer une PPL le 28 novembre. Et il y aura un vote solennel pour rétablir
la défiscalisation des heures supplémentaires et l'allègement de charges. Et il faudra que chaque parlementaire français vote publiquement et aille expliquer aux infirmières de son hôpital, au personnel, aux ouvriers des services publics comme du privé, qu'il a voté contre le rétablissement des heures défiscalisées. Mais croyez-moi, je ne suis pas sûr qu'on ait encore perdu ce vote. Et c'est indispensable pour la compétitivité de nos entreprises qui ont besoin de souplesse, c'est indispensable pour une réduction marginale du coût du travail, et c'est indispensable pour le pouvoir d'achat de ces près de 10 millions de Français. Il faudra que chacun soit face à ses responsabilités dans ce vote. Par ailleurs, nous déposons le même jour, enfin pour la même session, la même séance, la PPL que je qualifierais de François Ovadet, s'il veut bien, sur le vote blanc, encore lui, sur le vote blanc qui a été adopté à l'Assemblée, adopté légèrement modifié au Sénat. Le texte du Sénat étant enrichi et donc soutenu par les députés, je pense que la France reconnaîtra le vote blanc à compter du 28 octobre de cette année. Enfin, les maisons de naissance, chères à Muguette Dini, pour l'objet également d'une PPL, ainsi que le financement de la dépendance. Ça, c'est pour les décisions. Sur les combats, le combat des retraites, François en a parlé, a dit absolument le point que nous avons, un point complémentaire qui est la revalorisation du minimum vieillesse à 75% du SMIC, ce qui a été décidé ce matin et qui sera bien entendu un de nos combats. Pour le reste, nous nous battrons pour la croissance verte qui est dans un état calamiteux. Calamiteux. Nous nous battrons pour le rétablissement des services à la personne. Nous nous battons pour l'apprentissage et notamment le rétablissement à 14 ans, car ce n'est pas du travail selon la logique socialiste, c'est une formation éducative particulière d'alternance et non pas de l'esclavagisme de l'enfant. Enfin, on est dans des... C'est comme Sephora, quoi. Je veux dire, il faut surtout fermer le pays. Hein. Surtout, on ne travaille plus, le moins possible, le plus de contraintes possibles et les plus grandes erreurs possibles. Alors, nous sommes dans l'opposition. Nous l'avons été de manière très raisonnable, je crois, très responsable sur la Syrie. Je pense que nos deux groupes ont été clairement entendus sur ce sujet-là. Et j'attire l'attention sur l'envoi d'armes dans des conditions qui pourraient être inconsidérées, car moi je ne maîtrise pas la maîtrise technique et logistique des groupes armés djihadistes là-bas. Et je trouve que les déclarations d'envoi d'armes telles qu'elles ont été faites sont extrêmement dangereuses. En tous les cas, il serait de bon ton que le gouvernement nous explique exactement la situation, qu'on ne se réveille pas un jour dans une situation absolument épouvantable. Alors, mes amis, c'est ici que a été fondé ce groupe. C'est bien au Parlement, c'est bien à l'Assemblée et au Sénat qu'il y a un an, nous avons décidé de faire l'appel du 18 septembre ou du 19 septembre, qui a débouché sur la mutualité le 21 octobre. C'est vrai, un peu de condescendance, mais c'est quand même normal. Attends, un truc qui se délite pendant 20 ans, c'est un peu logique quand tu dis non, on va faire autrement, on va rembobiner la bobine dans l'autre sens, que tes observateurs te disent attends, garçon, pour l'instant, c'est dans l'autre sens que ça marche. Bon. Donc c'était normal. Cela dit, ça a été fait. Alors c'est vrai que ça a été fait à l'Assemblée, au Sénat, ça a été fait à formation poétique, il faut le monter, des délégués départementaux, 45-46 000 militants, à vrai dire c'est un poil plus à cette heure-ci, depuis l'université d'été. C'est vrai qu'il a fallu organiser tout ça, le fichier, le siège, tout ça c'est un petit peu lourd, mais l'intuition que nous avions il y a un an, qu'il y avait de vraies difficultés dans les gauches françaises, et que ça serait, et je crois que c'était bien pire que ce que nous craignions en réalité. Et je le dis sans aucune joie, et heureusement qu'il y a un peu de rebond de croissance européen. Heureusement, et vraiment, Dieu merci. Mais je n'ai pas le sentiment qu'on en profite, et si vous avez bien lu le rapport du Haut Conseil sur les finances publiques,
normalement, automatiquement, nous devrions être mis sous surveillance avec les comptes que nous allons présenter au printemps 2014. Je pense qu'élection européenne aidant, la Commission ne regardera pas trop, mais la vérité technique, c'est le Conseil français, présidé par Didier Migaud, qui l'écrit noir sur blanc, c'est sa conclusion. Donc je crois que nous avions raison. Nous avions raison d'être dans cette opposition constructive, mais opposition clairement. Nous avons fait notre travail à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous le faisons au Parlement européen, même si la coordination n'est pas si simple, et on en a beaucoup parlé ce matin. Et cette opposition, il faut qu'elle s'élargisse. Nos amis du MoDem sont passés, semble-t-il, massivement dans l'opposition constructive, dans l'opposition radicale, déterminée. Dans ces conditions-là, et sous réserve que, voilà, on l'écrive, que ça soit un vrai schéma politique, je veux dire, on ne peut pas être dans l'opposition et pas être dans la coalition avec la droite républicaine. Alors qu'ils appellent ça complémentarité pour l'instant et nous complémentarité naturelle et nous alliance naturelle. Bon, voilà. Bon. Alors je veux bien qu'on ne mette pas le mot automatique au cas où il y aurait des problèmes avec le Front National, mais ça on est d'accord. Indépendance, en fait le fond, qu'est-ce qui a changé? C'est opposition et l'indépendance n'est pas l'isolement. Si l'indépendance n'est pas l'isolement, si tu décides de ne plus avoir de coalition avec la gauche, les choses sont relativement simples. Il faut l'écrire tranquillement. Et si on l'écrit tranquillement, y compris les conditions d'élections éventuelles, car tout le monde prête aux uns et aux autres des arrière-pensées, mais au fond, raisonnons des pensées tout court. Les choses ne peuvent se faire que démocratiquement, dans une force collective, et les candidatures éventuelles aux fonctions éventuelles ne peuvent se faire que dans un débat démocratique, avec des règles démocratiques. Nous sommes une force politique qui vivra comme une force politique, tout simplement. Donc voilà, on en a parlé 10 minutes en début d'après-midi. Les choses, pour moi, sont assez simples. Mais vous savez, au fond, aujourd'hui, il va falloir qu'on aide un peu, qu'on soit vraiment constructif dans notre opposition, parce que pour l'instant, les dégâts, ils continuent. Les dégâts s'accélèrent. Je vois le débat sur les Roms, enfin, c'est invraisemblable. On ne peut pas dire que le ministre de l'Intérieur ait rompu le pacte républicain. Je veux dire, faut pas. Alors je comprends, c'est un peu gênant, puisque ça a été l'attaque contre Sarkozy il y a 2 ans et demi. Alors là, du coup, il y a des vieux réflexes. Bon. Enfin, tout ça est quand même pas tout à fait raisonnable, même s'il faut faire très attention à la dénonciation et que tout ça ne devienne pas une logique de bouc émissaire. Je veux dire, on n'est pas complètement idiot, mais on voit bien les fractures dans ce gouvernement. En réalité, je te crée un nouveau drame ou un nouveau scandale pour cacher le scandale du jour. Bon, la vérité, c'est que Noël Mamère et Durand sont virés, donc on déplace le sujet sur autre chose. Enfin, ça n'a échappé à personne, mais de prétexte en prétexte, il y a juste un moment où les Français vont en avoir marre. Alors, ils veulent de la cohérence. Il va falloir que nous, on ait un projet politique, une équipe de cohérence. C'est ça dont nous avons le plus besoin. Ce que nos alliés et voisins ont un peu de mal à faire sur la Syrie et sur bien d'autres choses. Et je vous le dis, nous sommes la réponse à la nouvelle offre. C'était l'intuition de départ d'il y a 1 an, vraiment. Je pense que sinon, ils vont essayer autre chose, et vous voyez ce que ça peut être. Nous sommes en réalité la vraie réponse à ça. Et il fallait être un peu gonflé il y a 1 an pour croire à notre truc. Bon, nous-mêmes, je veux dire, on a des moments d'inquiétude, de doute. Non mais c'est vrai, puis voilà, la vie politique, c'est comme ça. Mais je crois profondément que cette famille, elle se réveille dans les grands moments, dans les moments vitaux, dans les moments de crise. Et je pense d'ailleurs que, voilà, qu'on fasse avec nos amis du MoDem est une bonne chose, mais il faut aller très au-delà. Très au-delà, on voit que la famille gaulliste est perdue. Vraiment profondément perdue. On voit que les indépendants, à la fois modérés dans l'expression, mais extrêmement déterminés, dynamiques, sont complètement perdus dans ce truc-là. Des gens de centre-gauche, des gens qui voilà, je vote à gauche parce que je suis... Puis l'autre, voilà. Mais en réalité, ce n'est pas le projet politique qu'ils veulent. Tous ces gens qui sont mobilisés lors du Grenelle, je parle des citoyens, l'espèce d'euphorie que nous avions dans les usines, dans les entreprises, dans les collectivités, je veux dire, tout le monde. Aujourd'hui, étant l'écologie politique, mais ça les fait... Ils cherchent, eux, quelle est la force politique moderne qu'ils vont proposer. Sur le numérique, tout à l'heure, Marine nous en parlait, ce pays ouvert, moderne, qui se projette dans l'avenir. C'est ça qu'ils attendent de nous.
Et c'est ça qu'on va leur proposer, aux municipales, aux européennes, aux régionales, et d'une manière générale. Une équipe capable, à la fois de se réunir, et autant on est sur des règles intransigeantes, enfin voilà, tout le monde sait, le mandat que vous m'avez donné, il est clair, voilà. Mais en même temps, on va avoir l'enthousiasme, hein. On va pas faire les bégueules, voilà. Plus c'est clair, plus on est enthousiaste. Donc on va être très enthousiaste, parce que ça va être très clair, mais il faut que ça dépasse notre famille. Il faut que ça dépasse notre famille. Il y a beaucoup de gens qui sont l'UMP parce que c'est la masse critique apparente, mais ils comprennent bien qu'il y en a 5, il y en a 7, il y en a 8, il y en a 10. Nous essayons d'être unis, démocratiques, on parle entre nous, on discute des choses, mais ayons l'enthousiasme dont notre pays en fait a besoin. Les premiers à porter l'enthousiasme, c'est nous, parce que nous on est des passionnés, parce qu'on croit vraiment qu'on peut faire les choses. Sinon, on n'est pas les premiers à avoir envie. Pourquoi voulez-vous que les autres aient envie qu'on n'ait pas envie? Ils ont évidemment envie qu'on ait envie. Au fond, la France est un peu en désarroi et un peu déprimée. Elle a besoin d'oxygène. Nous lui apporterons l'oxygène. Voilà, vous avez donc suivi en direct les discours de François Zocchetto, le président du groupe centriste au Sénat, ainsi que celui de Jean-Louis Borloo, le président du groupe centriste à l'Assemblée nationale. Les deux présidents de groupe qui ont donc conclu cette journée parlementaire centriste. Alors Denis, on vient d'entendre le discours de Jean-Louis Borloo qui a détaillé avec beaucoup d'humour ce que seront les grands chevaux de bataille du centre ces prochains mois. Oui, il y a une manière Borloo quand même très singulière et qui résume à la fin de son propos en parlant d'enthousiasme. C'est vrai qu'il y a une forme de liberté de ton, de modernité qui apporte quelque chose dans la vie politique française. Ensuite, il y a les axes de combat. D'abord, il y a l'idée, nous menons une opposition constructive. Constructive, ça veut dire qu'ils ont, sur certains dossiers, ils ont fait un petit bout de chemin avec le gouvernement, mais on voit bien qu'il explique qu'il s'est radicalisé dans son opposition et que le constructif change de sens. C'est plus construire avec le gouvernement, c'est construire un projet alternatif et offrir une nouvelle possibilité pour le centre dans l'avenir. À partir de quelques thèmes, l'un qui lui appartient d'une certaine manière depuis le Grenelle de l'environnement, qui est l'écologie, et il profite d'un terrain qui est en déshérence, puisqu'en effet ce qui se passe chez Europe Écologie Les Verts libère d'une certaine manière le territoire. Parce que est-ce que ça peut lui permettre de récupérer des voix, surtout à Jean-Louis Borloo? Je pense qu'en tout cas c'est son calcul. C'est vrai que quand on regarde concrètement, par exemple, le budget 2014, on se rend compte que dans les efforts qui sont demandés, le nombre de mesures qui touchent l'environnement, les dispositions favorables à l'environnement est considérable. Et c'est vrai que, je pense qu'il a raison, Jean-Louis Borloo, quand il dit que Cécile Duflot a déplacé le problème en attaquant Valls de manière virulente pour masquer les propres défaillances ou les propres difficultés de ses troupes. Et on voit bien qu'il essaie de réinvestir ce territoire. La deuxième chose, c'est les territoires. Et ce qu'il appelle aussi la République des oubliés. Et là, il essaie de rentrer dans une fracture qui est liée aux efforts qui ont été faits pour réduire les dépenses. Donc partout où il peut se glisser, il se glisse. Et la troisième chose, c'est l'ouverture politique, et l'ouverture politique au MoDem et au-delà du MoDem. On va continuer à parler de ce discours de Jean-Louis Borloo. On va peut-être l'écouter dans quelques instants, Jean-Louis Borloo, le président du groupe centriste, puisqu'il va être au micro de Thomas Soulier. Je crois que Thomas est prêt. On écoute donc Jean-Louis Borloo au micro de Thomas. Aurel, vous avez suivi son discours en direct sur les chaînes parlementaires. Jean-Louis Borloo, une question très simple. Ce nouveau rassemblement des centres avec François Bayrou, c'est un mariage de cœur ou de raison en vue des futures élections municipales et européennes? C'est pas ça. Nous sommes dans l'opposition, nous sommes le centre droit. On a bâti l'UDI pour ça, parce que le centre était un peu perdu. François Bayrou, le MoDem, qui avait soutenu François Hollande, considère que c'est pas possible, qu'ils ne sont pas au rendez-vous des réformes, et qu'ils sont maintenant dans l'opposition. Si c'est dans l'opposition, c'est pour construire un projet. C'est pas juste pour critiquer, j'imagine. Bon. Et donc, si c'est le cas, le différent que nous avions,
où la différence que nous avions, elle s'estompe par définition. Donc si c'est clair, il n'y a pas de difficulté à ce qu'on travaille ensemble. Sauf que lui dit, je suis certes dans l'opposition, mais pas dans une alliance avec l'UMP. On sent qu'il y a une divergence de fond importante entre vous. Non, il dit pas, on peut pas être dans l'opposition et puis être tout seul. L'idée que Je suis indépendant. Oui, moi je suis pas indépendant. Avec 70 parlementaires, je suis indépendant. Voilà, donc on est indépendant. Allié à l'UMP. Mais parce que l'idée que vous n'avez pas d'alliance, c'est le prototype de la fausse idée. Voilà, ça n'existe pas. Dans une démocratie, vous devez dire à vos électeurs, sauf à penser que vous êtes le parti unique qui fait la majorité, mais ça n'existe pas, vous êtes obligé de dire à qui vous êtes. Bon, pour l'instant, nous, les choses sont claires. Alors si l'UMP se mettait à avoir des dérives quelconques, ce que je ne crois pas, mais ça peut arriver, à ce moment-là, on peut réviser notre position. Mais il faut dire clairement, le centre a toujours été de centre droit en France. Voilà. Dire le contraire, ce n'est pas exact. Voilà. François Mitterrand disait le centre n'est ni à gauche ni à gauche. Juste un petit mot sur votre parti, l'UDI. Aujourd'hui, Jean-Louis Borloo, vous cumulez 3 présidences. Le parti UDI, le présidence du Parti radical et celle du groupe UDI à l'Assemblée. Est-ce que ça fait beaucoup? Est-ce que vous allez renoncer à une des 3 fonctions? Attendez, mais moi j'ai qu'une envie, c'est de renoncer. À laquelle alors? Au moins une. Je ne vais pas vous le dire parce qu'on m'a demandé, pour assurer, j'étais un peu le tiers de confiance. Donc on m'a demandé de cumuler un peu ça à titre provisoire, mais maintenant que la machine est lancée, évidemment que moi je ne souhaite pas d'ailleurs tout faire, donc je vous dirai en temps utile. Il y a d'autres députés à l'Assemblée, au groupe UDI, qui pourraient prendre votre place, donc on est d'accord. Oui, au Parti radical ou même à la présidence de l'UDI. Enfin, je veux dire, moi je suis pas un maniaque. Hein. Une dernière question, Jean-Louis Borloo. Rassemblement avec François Bayrou, on parle d'une charte commune le mois prochain. Y aura-t-il un meeting commun entre vous et François Bayrou les prochaines semaines? Pas la question. Ça. Moi, je suis pas pour les mises en scène. Pourquoi pas? Mais enfin, je suis pas là-dessus. C'est pas la charte, c'est la règle du jeu. Et ici, les gens qui ont beaucoup été avant avec François, ils disent simplement OK, mais clarification, on écrit tout, y compris les désignations ensuite. Voilà, c'est la clarté, ça permet d'être détendu. Et ils veulent que ça soit clair. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas clair. Je n'ai aucun doute là-dessus. Jean-Louis Borloo, donc très détendu pour cette clôture des journées parlementaires ici à Vincennes. Dans quelques minutes, Françoise Zocchetto, le président du groupe UDI au Sénat, sera ici même à ce micro. On revient vers vous dans quelques minutes, Thomas. Alors Jean-Louis Borloo vient de dire à Thomas qu'il souhaitait renoncer à une de ses 3 fonctions. Est-ce que, Denis, c'est envisageable que Jean-Louis Borloo ne soit pas le président de cette nouvelle formation centriste ? Écoutez, il est président de l'UDI, président du Parti radical. L'UDI, c'est un rassemblement. S'il s'imagine un destin présidentiel ou élyséen, on se pose beaucoup de questions à ce sujet-là, puisqu'il a déjà renoncé une première fois. On voit mal qu'il renonce à l'UDI. Et puis surtout, il est l'homme qui fait bouger les lignes. Et donc, quitter la présidence de l'UDI, c'est recréer des difficultés, puisque, franchement, c'est l'homme qui a imaginé cette affaire-là, qui a réussi à entraîner tout le monde et qui, aujourd'hui, est l'homme qui discute avec François Bayrou. Il est l'acteur majeur de la réconciliation des centres. Donc, j'ai du mal à imaginer, sauf à ce qu'il décide de s'arrêter au milieu du gué, parce que ça serait s'arrêter au milieu du gué, qui ne porte pas ce projet jusqu'au bout. Après, il y aura un autre temps qui est celui de la présidentielle. Mais il me semble qu'il lui appartient de porter le projet du rassemblement, et tel que je viens de l'entendre, j'ai pas beaucoup de doutes sur la responsabilité qu'il abandonnerait si finalement il décidait d'en abandonner une. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une sorte de deal entre Jean-Louis Borloo, François Bayrou, Jean-Louis Borloo qui récupérerait la présidence du nouveau parti et François Bayrou qui serait le candidat du centre à la présidentielle? Peut-être, je ne sais pas s'ils en sont là, mais ce qui est très frappant quand même, c'est la confiance qu'ils manifestent. Et l'idée qu'il faut que les choses soient très claires, mais comme si elles étaient déjà très claires pour lui et évidentes, comme si en effet les discussions seraient si avancées entre les 2 hommes qu'elles permettraient en effet d'accoucher d'un texte clair, d'une règle du jeu claire. Alors peut-être qu'il y a encore quelques obstacles. J'ai le sentiment que la question des alliances municipales soulevée tout à l'heure par François Sauverté n'est peut-être pas complètement réglée. Non, mais en tout cas, la présidence du parti ne peut pas être un sujet de tension entre les 2 hommes, selon vous? J'ai pas le sentiment que ça en soit un aujourd'hui, et en effet, il peut y avoir une répartition des rôles. Et puis ça peut être d'abord une espèce de confédération dans un premier temps. C'est-à-dire, comme on l'a dit, il y en a un qui parle d'alliance et l'autre de complémentarité.
Donc il y aura sans doute une politique de petits pas dans les rapprochements avant d'arriver à une fédération, c'est-à-dire en réalité un grand parti centriste. Il y aura sans doute des étapes successives, mais ça fait partie de cette clarté qu'évoque Jean-Louis Borloo. Et j'ai le sentiment, à l'entendre, en tout cas il manifeste une telle confiance que on se dit que les choses sont quand même très bien engagées. Et il y a quand même eu une réelle accélération des pas depuis une quinzaine de jours. Et ça sera donc un petit à petit. On va juste retourner à Vincennes quelques instants où Thomas Soulier est en compagnie de François Zocchetto, le président du groupe centriste au Sénat. On va y avoir encore des discussions, vous le disiez Oriane, ce rapprochement entre le modem de François Bayrou et puis l'UDI de Jean-Louis Borloo. François Zocchetto, bonjour. Bonjour. On vous a entendu en direct sur LCP et Public Sénat dans votre discours de clôture. Vous croyez fermement en la détermination de François Bayrou à être dans une opposition constructive et déterminée? J'ai pas de raison d'en douter parce que son sentiment est partagé par des millions de Français qui ont voté pour François Hollande au deuxième tour et qui ont été complètement déçus par la politique menée par le président de la République depuis quelques mois. Donc finalement, François Bayrou est le porte-parole de tous ces Français déçus. Quant à nous, à l'UDI, nous avons une ligne politique qui est claire. Nous sommes dans une opposition constructive et donc sur cette base, je ne suis pas étonné qu'un rapprochement soit envisagé. Par ailleurs, je crois qu'il est souhaité par les Français. À l'UDI, nous avons une structure qui est solide avec 70 parlementaires, 46 000 militants, tout un réseau territorial qui fonctionne, qui est prêt à se déployer pour reconquérir les territoires et proposer aux Français une politique différente. L'UDI, toute seule, vous étiez plutôt tranquille sur le chef, quand il y en avait un, c'était Jean-Louis Borloo. Aujourd'hui, il y en aura peut-être deux, en tout cas demain, peut-être deux. Est-ce que vous craignez pas un retour de la querelle des égos centristes au sein de l'UDI et du MoDem? Non, c'est pas la question. Franchement, je vous dis que l'UDI est structuré. Aujourd'hui, il n'est pas question de parler de l'élection présidentielle de 2017. Puis quand bien même on voudrait le faire, après tout, pourquoi pas, on peut avoir un processus de sélection qui se fasse dans la transparence, la clarté. Une primaire au centre, on est d'accord? Oui, franchement, c'est pas une difficulté du tout. Ce qui compte, c'est que tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de centre droit puissent travailler avec l'UDI. Dans les prochaines semaines, il y aura une charte commune entre l'UDI et le MoDem. Aujourd'hui, François Bayrou dit « Je suis certes dans l'opposition, mais indépendant ». Est-ce que vous craignez pas qu'au final, il y ait des soucis entre vous sur la définition du mot opposition? Pas du tout, parce que nous aussi, nous sommes parfaitement indépendants. Si nous avons fondé l'UDI il y a un an, c'est parce que nous voulions proposer quelque chose de différent en toute indépendance par rapport au PS qui dirige et l'UMP qui, dans sa grande diversité difficile à appréhender, était le parti d'opposition. Nous avons voulu proposer autre chose en toute indépendance, donc il n'y a pas de difficulté. Et l'indépendance, ce n'est pas l'isolement. Alors François Bayrou, il sort de son isolement tout en restant indépendant. C'est ce qu'on lui propose à l'UDI. Merci beaucoup, merci d'avoir été mon invité pour cette clôture des journées parlementaires du centre de l'UDI. Merci beaucoup Thomas et peut-être à tout à l'heure. Denis, Jean-Louis Borloo dans son discours s'est vanté d'avoir rassemblé les chapelles centristes, d'avoir créé deux groupes, un à l'Assemblée, un au Sénat. Est-ce que ce n'était pas une réponse à François Bayrou qui expliquait il y a quelques jours que s'il n'avait pas tenu la maison en allant aux élections présidentielles, il n'y aurait pas de regroupement car il n'y aurait plus de centre? Oui, c'est vrai. En même temps, François Bayrou a vécu une double expérience présidentielle, celle qui lui a permis d'imaginer qu'il y aurait un centre très puissant en France, l'élection de 2007, puis après il y a eu la déception de 2012. Et c'est vrai que 2012, c'est plutôt quand même un très gros revers qui a vu d'une certaine manière l'explosion de la famille centriste. Et là, on peut créditer Jean-Louis Borloo, comme il l'a rappelé d'ailleurs dans son discours, d'avoir petit à petit et assez rapidement finalement, parce que cette aventure n'a qu'une année d'existence, d'avoir recréé un parti politique et réouvert un espace politique qui, certes, par petit bout, mais petit à petit se reconstruit et retrouve une voie, voire des voies. Et surtout une règle de conduite. Il a été facilité dans sa reconstruction par
la réémergence du Front National depuis 2 ans et les troubles que ça soulève à l'UMP. Et c'est vrai que l'UMP étant de son côté déstabilisé, eh bien le centre se retrouve avec un espace politique. Mais Jean-Louis Borloo a dit quelque chose de très vrai, c'est qu'au fond, en France, on ne peut pas gouverner sans une alliance. Et donc, du coup, le centre, eh ben, c'est d'abord un centre droit, qui essaie en effet de s'élargir vers le centre-gauche, mais il est d'abord un centre-droit, et c'est en tout cas une des règles de la Ve République, enfin pas immédiate. Le centre a émergé avec Jean Le Canuet dans l'élection présidentielle de 1965, avec 15% des suffrages, si je me souviens bien, mais très vite, au fond, il s'est rendu compte qu'il lui fallait trouver une alliance pour survivre. Et cette alliance s'est faite avec Valéry Giscard d'Estaing en 1974, qui lui a permis d'être porté à la présidence de la République. Et à ce moment-là, le centre a pensé qu'il pouvait y avoir un espace central entre, disons, une droite gaulliste en perdition, pensait-on, et un parti socialiste qui était, lui, en reconstruction. Or, au fond, le très grand échec du centre et de Valéry Giscard d'Estaing, c'est de ne pas avoir su assurer la pérennité, ou en tout cas d'élargir l'espace au point que le centre serait devenu un acteur majeur, est un acteur majeur, important de la vie politique. Mais la défaite de Valéry Giscard d'Estaing de 1981 a conduit petit à petit à une sorte de descente aux enfers, avec un regain d'espérance en 2007. Mais 2007, c'est une élection très singulière parce que c'est l'élection du renouvellement du personnel politique. On tourne une page et on voit apparaître de nouvelles personnalités qui sont Nicolas Sarkozy. Certes, ils ont un parcours politique, François Bayrou et Ségolène Royal. Mais je crois que la politique va beaucoup plus vite qu'autrefois et que les pages se tournent très vite. Et d'ailleurs, c'est lié au fait aussi qu'on soit passé au quinquennat. Il y a une nouvelle temporalité politique. Et le temps Bayrou est peut-être plus ou moins passé. Et donc, nous assistons en tout cas à un nouveau temps. Et je pense que l'intelligence de François Bayrou, c'est de considérer qu'il ne peut pas, sur son seul nom, organiser aujourd'hui son rebond politique. Et donc, il est en train de revenir sur ses propres bases. Mais est-ce qu'il revient ses bases d'origine. Son temps est passé, mais est-ce qu'il revient sur ses propres bases pour être candidat à la présidentielle ou est-ce qu'il a définitivement abandonné cette idée? Non, je pense qu'il n'a pas du tout abandonné cet espoir-là. Mais il a pu imaginer à un moment donné que sur son seul nom, eh bien, pourrait se construire un espace politique nouveau. Je crois qu'il fait que le constat aujourd'hui que sur son nom, sur la stratégie qu'il a menée, parce que son véritable échec, c'est pas tellement d'avoir, au fond, pas réussi, enfin si, c'est un échec, à pousser le Parti socialiste à changer d'alliance. Mais le Parti socialiste n'a pas changé d'alliance parce que François Bayrou n'a pas réussi une performance exceptionnelle à l'élection présidentielle. S'il avait renouvelé sa performance de 2007, peut-être aurions-nous assisté à vraiment une transformation du paysage politique français. Si Ségolène, mais on ne refait pas les choses avec des si Ségolène Royal avait été élue, peut-être aurait-elle eu besoin d'une alliance avec François Bayrou. Et souvenez-vous que dans l'entre-deux tours de la présidentielle, quelque chose s'était dessiné, il y avait eu un débat, voilà. Donc ça ne s'est pas produit et au fond aujourd'hui on assiste à un constat du monde réel qui est que le centre en réalité est sorti affaibli de la longue séquence politique que nous venons de vivre et qu'il essaie de rebondir du fait de l'affaiblissement des deux grands partis de gouvernement traditionnels autour desquels se structurent les alliances, c'est-à-dire d'un côté le Parti socialiste, de l'autre l'UMP. Alors, il y a un affaiblissement des deux grands partis, mais vous l'avez dit, Denis, il y a l'émergence, la montée du Front National. Est-ce qu'au final, le centre ne sera pas obligé de se rallier à l'UMP pour éviter une opposition à deux têtes qui ferait le jeu du FN et qui serait suicidaire pour la droite? Mais je crois que tout le calcul de Jean-Louis Borloo et le calcul peut-être maintenant de François Bayrou, c'est de se dire que l'UMP ne pourra sauver son âme que dans une alliance avec le centre, avec l'UDI. Et par ailleurs,
si jamais l'UMP se fracture, s'il y a la tentation d'une alliance avec le Front National, et s'il y a des alliances avec le Front National qui provoqueraient à ce moment-là, alors vraiment, je ne crois pas à l'implosion de l'UMP, en tout cas aujourd'hui à très court terme, mais s'il y avait vraiment un changement de cap à l'intérieur de l'UMP, une validation des alliances, par exemple au niveau local avec le Front National, là je pense qu'il y aurait des craquements dans l'UMP, et des gens comme Jean-Pierre Raffarin, ils l'ont dit d'ailleurs, quitteraient le parti, et au fond l'aile centriste de l'UMP, à ce moment-là s'en irait, et du coup ça ouvrirait ça élargirait l'espace politique de Jean-Louis Borloo. Et d'ailleurs il le dit, il fait appel à tout le monde, il fait appel au centre-gauche, il fait appel à l'autre famille radicale que la sienne, les radicaux de gauche. Il fait appel à la famille gaulliste qui rejettera toute alliance avec le Front National, et à la famille centriste qui est encore ancrée à l'UMP. Je pense par exemple aux anciens du parti, les anciens giscardiens, Raffarin et d'autres, qui refuseraient toute alliance avec le Front National. On suivra tout ça, hein, Denis. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci à Thomas Soulier qui était sur place à Vincennes pour les réactions des députés et des sénateurs. Merci à tous de nous avoir suivis. À 19h, Delphine Girard pour 24h Sénat. Très bonne soirée à tous sur les chaînes parlementaires.